bienvenue à la Défense, bienvenue à l'ESSEC Executive Education. Je suis Nathalie Kettner, je suis directrice des programmes dirigeants de l'ESSEC Executive Education et notamment du programme Executive MBA de l'ESSEC. C'est un de nos programmes phares ici pour la formation continue. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Je vois déjà qu'il y a plusieurs participants du programme Executive MBA actuel. Et je vois aussi qu'il y a des anciens, notamment Olivier Arnaud, qui a fait notre programme en 2011, c'est ça, et qui est maintenant entrepreneur à part entière. Il a démarré sa propre société qui s'appelle Mobicity, c'est bien ça. Mobicity, qui est une société qui fournit des applications mobiles pour les associations. Donc voilà un bon exemple d'une de nos réussites, on va dire. Quand Olivier s'est rapproché de moi-même et de Aïcha Anculer, qui est la directrice académique du programme du MBA, pour voir si ce serait possible de collaborer sur un événement ensemble sur le lancement du nouvel ouvrage d'Alex, nous n'avons pas hésité. Nous nous sommes dit, on serait ravis. Pourquoi? Parce que les valeurs de l'entrepreneuriat et de l'innovation sont des clés de voûte vraiment de notre programme EMBA. Les participants dès le début du programme EMBA commencent avec un projet entrepreneurial qui dure 18 mois. Et à la fin, on a à peu près 20% de nos participants qui créent leur propre entreprise, ce qui est un taux vraiment élevé pour les programmes MBA. Au fur et à mesure des années, nous avons intégré des éléments sur l'entrepreneuriat et de l'innovation dans notre programme. Il y a Olivier maintenant qui anime un atelier marketing et vente pour l'innovation au sein du programme qui s'adresse aux startups mais aussi aux grandes entreprises. Et cette année, pour la première fois, nous allons lancer un nouveau module ou un cours sur l'innovation justement qui s'appelle Design Thinking Week. Mais au-delà du programme MBA, à l'ESSEC plus globalement, nous soutenons des activités de l'entrepreneuriat. ESSEC Ventures, c'est un dispositif composé d'un incubateur, d'une pépinière, des formations, des activités des entrepreneurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons ce soir collaborer avec vous, avec InProcess, parce que l'innovation et l'entrepreneuriat sont des valeurs fortes pour nous ici dans le programme MBA, mais aussi pour la SEC. Donc maintenant, je vais passer la parole à Christian de InProcess. Christophe, excusez-moi. Je connais pas, donc, mais voilà, exactement. Merci. Nous aussi, on est ravis de participer à ça. Donc moi, je suis Christophe Rebourg, je suis le fondateur d'InProcess, une agence d'innovation stratégique qui accompagne des entreprises. Je suis ravi d'accueillir pour certaines qui sont dans la salle, comme Orange, PSA, la RATP. Évidemment, nos approches sont très basées sur l'innovation non technologique, c'est-à-dire les approches ethnocentrées ou design-centrées. Et donc, on est, nous, très respectueux du succès qu'a le business model génération, et notamment très respectueux parce que on y voit une vraie performance dans la capacité à diffuser des façons de faire qui sont importantes de notre point de vue pour les entreprises. Et alors, ce qui nous frappe particulièrement, c'est de voir que donc les spécialistes du management ou de la stratégie entrent finalement sur des façons de faire qui sont propres à l'innovation par le design. Donc ça nous interpelle beaucoup. C'est ce qui a motivé le fait qu'on ait envie d'être sponsor de cette démarche. Parce qu'on croit profondément que maintenant, il est temps que s'installe de la créativité sur les disciplines économiques et financières. C'est nécessaire pour les entreprises. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, on est ravis de participer à cette dynamique. C'est toi, c'est ça. Je ne savais pas si tu avais mon nom.
C'est assez compliqué de savoir. Bonsoir à tous. Pareil, on est ravis de vous rencontrer. On remercie l'ESSEC Executive MBA de nous accueillir ici. En quelques mots, donc moi je représente School Lab, dont je peux présenter l'équipe rapidement. Donc on a Jean-Louis Soubré ici et Marianne de Kayser qui sont des experts en innovation. En quelques mots, School Lab, en fait, on a pour objectif de former des entrepreneurs et des innovateurs grâce à des programmes d'accélération et de formation fondés sur le design thinking, le lean startup et business model generation. Donc c'est pour ça qu'on est très content d'être ici ce soir et on a rencontré il y a quelques années Alex Osterwalder et puis on a travaillé à nombreuses reprises avec Yves Pigneur dans le cadre de workshops. Et donc nous en fait on s'adresse à 3 communautés différentes. Donc des étudiants, des startups et des entreprises. Donc pour vous donner un exemple de programme qu'on a monté il y a 10 ans, donc à l'époque en effet où pas grand monde ne parlait design thinking, d'open innovation, et en fait donc Jean-Claude Charlet, le fondateur de ce programme, a étudié à Stanford et a été marqué justement par cet aspect innovation non technologique et comment est-ce qu'on apporte une nouvelle vision très centrée utilisateur. Comment est-ce qu'on amène de la créativité, de fait de prototyper, d'expérimenter, d'itérer. Et donc il avait rencontré la D-School que vous connaissez peut-être qui est à Stanford et il est rentré en France en se disant en fait il faut qu'on crée la même chose en France. Et donc suite à ça il a monté le programme CPI qui est un programme d'innovation commun donc à l'ESSEC, à Centrale Paris et à Strat donc qui est une école de design qui permet chaque année à 100 étudiants de ces 3 écoles donc ingénieurs, designers et commerciaux de concevoir des produits innovants pour des entreprises partenaires. Donc des entreprises voilà comme la BNP, comme la Société Générale, comme Ingenico, Thales, Sanofi, Vinci, bref, on a eu beaucoup d'entreprises avec lesquelles on a travaillé et on a monté donc cette méthodologie grâce à ces outils en fait dont on est très content en fait de disposer de ces outils parce que ça nous permet vraiment d'accompagner et d'avoir des choses qui sont très concrètes en fait pour être la base d'ateliers d'innovation qui permettent de concevoir des produits innovants et des stratégies innovantes. Et donc en fait il y a 1 an l'équipe fondatrice de ce programme CPI a rencontré Numa que vous connaissez probablement qui est un lieu majeur d'entrepreneuriat et d'innovation à Paris et ont monté School Lab. Et depuis on a élargi nos activités et on a monté notamment des programmes corporate en fait où on fait la même chose que CPI mais à l'intérieur des entreprises. Donc on réunit des collaborateurs de différents départements et pendant un certain temps, on va leur transmettre ces méthodes d'innovation. Donc c'est vraiment de la formation très concrète où ils vont travailler sur des projets très concrets. Donc il y a cette approche à la fois micro et macro où ils vont concevoir des pilotes pour leur entreprise pour répondre à un enjeu stratégique. Par exemple, on a travaillé récemment avec Sonepar qui est une entreprise, un leader mondial de la distribution électrique qui veut rentrer dans le digital. Et donc du coup, pendant 3 jours, 45 collaborateurs de Londres, Paris, Singapour, les États-Unis ont réfléchi à la fois micro, donc comment est-ce qu'on conçoit concrètement des pilotes pour engranger notre transformation digitale, et macro, quelle stratégie à mettre en œuvre ensuite dans l'entreprise pour les mettre en œuvre. Et donc ça, on s'est appuyé sur le business model Canvas par exemple. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est ravis de vous accueillir et d'engager une nouvelle aventure sur un nouvel outil qui, on se rassure, sera très utile à tous les étudiants, entrepreneurs, entreprises intéressés par l'innovation et qui ont besoin d'outils concrets pour la mettre en œuvre. Voilà. Merci à vous. Bonsoir à tous. Je suis Florian Roch, directeur de projet chez InProcess et très heureux également ce soir de co-animer cette soirée de lancement du dernier ouvrage d'Alex Osterwalder et de ses co-auteurs. On ne les cite pas toujours, mais Yves Pigneur, Greg Bernarda et Alan Smith, avec Olivier, Marianne et Jean-Louis qui vont co-animer cette soirée. Il y a quelques mois, en fait, j'ai eu le plaisir de rejoindre le groupe de relecteurs de l'ouvrage, ce qui a permis ce soir de monter cet événement avec vous, et sur un mode, comme vous le voyez, très communautaire, très collaboratif. On se tient chaud dans la salle. Et pour la petite histoire, il y a cette semaine une 40aine d'autres événements dans l'ensemble des grandes métropoles du monde. On est le seul événement français à Paris, mais il y a une 40aine d'autres événements, et Alex d'ailleurs gère un marathon de questions-réponses, puisqu'on sera tout à l'heure en direct avec lui depuis Genève à 21h.
Quelques mots très rapides sur le déroulé de la soirée. J'ai un quart d'heure à peu près pour vous présenter les grands éléments et les principaux outils du dernier ouvrage, Value Proposition Design. Mais on souhaite que cette séance soit la plus interactive possible. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, on va vous mettre à contribution. On va vous mettre à contribution lors d'un atelier dans lequel vous pourrez toucher du doigt certains des outils au cœur et certains des outils emblématiques de Value Proposition Design. Quelques mots d'introduction sur l'ouvrage lui-même, donc qui fait suite à Business Model Generation il y a 5 ans, que beaucoup d'entre vous connaissent, et donc justement je reconnais un certain nombre d'entre vous dans la salle qui sont des praticiens aguerris de l'innovation. En guise de confidence et d'introduction, vous ne serez pas nécessairement surpris ce soir pour ceux qui travaillent déjà sur ces approches user-centric et qui connaissent les outils d'Alex Osterwalder. En revanche, je pense qu'il faut vraiment voir ce nouvel ouvrage comme le premier, vraiment comme un vecteur très important et comme un outil assez déterminant de vulgarisation et d'évangélisation pour nos missions de diffusion de l'innovation dans nos missions respectives, qu'on soit consultant ou qu'on soit en corporate. Pour ceux d'entre vous qui seraient peut-être moins familiers encore avec les démarches et l'ouvrage en tout cas en question, vous connaissez très certainement Alex Osterwalder et le premier ouvrage, Business Model Generation, dont avec son outil emblématique, le Business Model Canvas, qui il y a 5 ans a proposé un référentiel commun pour parler de cette notion de business model qui est assez multiforme et qui en entreprise justement peut être perçu différemment que l'on se place du point de vue du marketing, de la recherche-développement, etc. Donc vous connaissez très certainement les fameux 9 blocs du Business Model Canvas qui décrivent comment justement une entreprise, un business crée, délivre et capture, récupère de la valeur pour les consommateurs et pour l'entreprise. Avec les blocs de droite qui décrivent un petit peu la vitrine, ce qui est proposé aux consommateurs et les moyens d'y accéder, par quels canaux, par quels moyens de distribution, par quel type de relation avec eux, et le bloc de gauche qui décrit plutôt les coulisses, les cuisines, comment cette offre est construite et proposée au marché, et quels sont les sous-bassements économiques en termes de modèle économique, source de revenus, mais aussi structure de coûts. La question à laquelle, et on pourra le faire préciser à Alex tout à l'heure, la question à laquelle Value Proposition Design, le nouvel ouvrage, essaye de répondre, c'est d'aider les praticiens de l'innovation et les créateurs de business à aller de l'idée initiale à la véritable création d'une entreprise ou d'un business model scalable, pour passer d'un régime plutôt start-up à un business établi, en passant par 2 grandes phases. L'une qui est une phase de recherche, sur laquelle on va revenir, et autour de laquelle est bâti l'outil principal de l'ouvrage, avec une partie design et une partie test, on y reviendra, puis une partie d'exécution, qui est justement le fait de industrialiser et travailler sur la dimension scalable d'une offre qui est construite. Donc, le nouvel ouvrage décrit un certain nombre d'outils et de processus vertueux pour passer de l'idée à la réalisation du business. Un des points de départ également, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui fait échouer les startups, mais plus largement la création d'un nouveau business en corporate et peut-être notamment aussi dans le cadre des incubateurs d'entreprises qui sont une notion assez brûlante et assez d'actualité pour pas mal des grands corporates. La source d'échec numéro 1 des startups, selon différentes études, c'est finalement d'avoir construit et proposé quelque chose que finalement dont personne n'a besoin, que personne ne veut. Donc, comment résoudre cette question et comment digérer cette source d'échec? C'est à cela que le dernier ouvrage va s'atteler. Et le Business Model Generation à Value Proposition Design, c'est finalement un peu d'un canvas à un autre, puisque l'outil au cœur de Value Proposition Design est un zoom sur 2 des blocs du Business Model Canvas, 2 des blocs au cœur justement de la définition de l'offre, au centre évidemment la proposition de valeur, et puis la compréhension et un focus sur le client, le consommateur final, qu'il va s'agir de mieux comprendre, en étudiant justement le fit, l'adéquation entre les différents éléments de l'offre
et les attentes et les besoins du consommateur. Je vous propose de détailler cet outil, sur lequel d'ailleurs vous allez ensuite pouvoir travailler en atelier. Première notion dans ce premier sous-outil de Customer Profile, étudier un profil consommateur, il s'agit de représenter les besoins des différents segments de clientèle. Et Osterwalder propose de construire un template par segment de clientèle. Ce template est divisé en 3 parties que je vais décrire rapidement. Le premier, il s'agit de décrire le plus précisément possible et avec le plus de profondeur possible ce qu'on peut appeler les Customer Jobs, une notion qui fait assez directement écho aux Jobs to be done de Clayton Christensen, c'est-à-dire en fait essayer de comprendre ce que les consommateurs cherchent à obtenir dans leur vie, dans leurs activités. Alors il peut s'agir de tâches à réaliser, de problèmes à régler ou de besoins à satisfaire. Donc les lister, essayer d'aller le plus profondément possible, notamment par des techniques comme les 5 pourquoi, qui permettent d'aller au cœur des choses et de vraiment comprendre cette première notion. Si j'illustre rapidement avec un cas qui est par exemple l'exemple de Tesla, je pense que vous connaissez tous cette nouvelle marque automobile de véhicules électriques premium, qui est l'une des créations de l'entrepreneur américain Elon Musk, qui avait déjà créé PayPal et SpaceX notamment. Si on essaye de voir ce que Tesla pourrait étudier de ses consommateurs en utilisant cet outil, donc quels sont les jobs to be done à étudier pour un potentiel acheteur de Tesla. On est plutôt donc d'ailleurs sur un segment de clientèle qui est une clientèle masculine, aisée, et dans lesquels on va pouvoir décrire un certain nombre de besoins ou de tâches qui vont être commuter pour aller au travail, un problème globalement de mobilité personnelle, déployer une image de succès, ce genre d'éléments. Deuxième élément du template, deuxième volet qui peut être décrit, les customer pains, toutes les difficultés, les obstacles, les choses que les consommateurs souhaitent éviter par-dessus tout. Là aussi, si on l'illustre avec l'exemple Tesla, comme c'est un véhicule électrique, la crainte finalement d'avoir une autonomie trop limitée, la crainte de manquer de stations de recharge, la crainte finalement d'être peut-être ridicule pour certains propriétaires traditionnels de voitures, ce type de douleur, de souffrance que peut ressentir le consommateur potentiel. Dernier élément dans ce profil consommateur, à contrario, les customer gains, donc l'ensemble des bénéfices et des avantages requis, attendus et voire peut-être inattendus, les bonnes surprises auxquelles les consommateurs peuvent s'attendre à travers l'offre qui va être créée. Et typiquement, dans le cas d'un potentiel acheteur de Tesla, finalement le fait que la voiture ait des performances remarquables et un design particulièrement attractif et un niveau de sécurité très très élevé. Voilà la description que Osterwalder propose de réaliser de façon la plus fine possible, les customer pains n'étant pas directement à contrario les customer gains, et on essaie d'aller le plus précisément possible. Il ne s'agit pas simplement de notions qualitatives, mais on va essayer de les préciser chacune. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Donc, essayer d'être précis, par exemple, dans le kilométrage qui est attendu et qu'on va aller essayer d'analyser auprès des consommateurs. Ce qui est important dans la notion également, c'est de prioriser chacun des éléments que vous aurez rassemblés. Si je passe à l'autre volet, qui est le Value Proposition Map, centré autour de la proposition de valeur. Vous avez compris, c'est séparé en 3 et ça fait un effet miroir avec le Customer Profile. Première notion, établir la liste de l'ensemble des produits et services, de tout ce qui compose l'offre que vous avez envie de construire et de bâtir, dans le détail. Ça fait écho assez directement aux Jobs to be done, on le verra. Typiquement, pour la Tesla, proposer une garantie de 8 ans sur la batterie, proposer un certain nombre d'options personnalisables, proposer notamment un véhicule, une assistance à la conduite et un véhicule autonome. Je pense que ça intéresse certaines personnes dans la salle. Deuxième élément du template, les pain relievers, tout ce qui permet dans l'offre
en train d'être construite de répondre aux souffrances et manques du consommateur attendu. Là aussi, dans le cas de Tesla, pour répondre à ces pains du consommateur, des temps de charge très performants, une habitabilité significative, etc. Troisième moment de la Value Proposition Map, les créateurs de valeur, les créateurs de bénéfices pour le consommateur, qui là aussi assez directement vont renvoyer aux Customer Gains. Dans le cas de la Tesla, avoir des performances très importantes, avoir un design, vous l'avez vu, qui est attractif pour lui. Une fois qu'on a construit ces deux outils, dans le détail, évidemment, tout l'enjeu, c'est de travailler le niveau d'adéquation, le niveau de fit, entre l'ensemble des éléments et des paramètres que l'on aura constitués et bâtis, et voir en quoi, à partir de là, on peut travailler sur l'offre. Il peut y avoir 3 niveaux d'adéquation, je les décris rapidement. Un premier niveau de validation que finalement on a bien compris ce que les consommateurs attendent et quels sont les éléments d'offre qui sont susceptibles d'y répondre. Un deuxième niveau de product market qui consiste à déjà vérifier qu'il y a un début de marché, une traction de marché et des premiers clients véritablement potentiels pour franchir un premier cap et un premier cap de revenus dans la construction du business, et un troisième niveau qui est vraiment un niveau d'adéquation avec le business model, vérifier que l'offre qu'on est en train de construire s'inscrit dans un business model cohérent, scalable et rentable. Une fois que ce canvas est rempli et commence à être utilisé, le principal intérêt de l'ouvrage, c'est de décrire avec des outils très concrets les phases suivantes, justement, qui vont consister premièrement à designer au sens vraiment de concevoir et d'améliorer l'offre sur un processus itératif dans lequel on va venir tester auprès du marché et de consommateurs réels les différentes offres et les différents éléments de l'offre qui sont constitués. Donc il y a toute cette boucle et tout ce travail finalement qui est itératif et assez complexe, et en tout cas pas du tout linéaire, qui est décrit par Osterwalder et ses co-auteurs au moyen d'outils assez sophistiqués et avec de vrais retours d'expérience qui sont véritablement intéressants pour préparer à l'exécution et à la dimension scalable du business qui est en train d'être construit. Ce faisant, vous reconnaissez certainement des notions qui, justement, depuis Business Model Generation et 2009, ont été intégrées, ont fait l'objet de débats avec les équipes d'Osterwalder, et qui sont notamment les notions de Customer Development de Steve Blank, mais aussi un certain nombre des principes et des méthodes de Lean Startup d'Eric Ries, qui sont explicitement intégrés dans l'ouvrage et dans ce processus vertueux de construction d'offres, et qui ont fait l'objet de débats avec les équipes d'Osterwalder. Donc elles sont décrites dans l'ouvrage, et elles sont là aussi intégrées et vulgarisées avec des outils assez concrets. Typiquement, et vous avez sous les yeux quelques-uns des templates qui peuvent être utilisés, dans la phase de test, Osterwalder suggère de tester successivement les 3 niveaux d'adéquation auxquels je faisais référence, bien comprendre les consommateurs, on est dans la logique de tester le cercle, bien comprendre et bien tester le carré, le Value Proposition Map, et bien tester également la notion d'adéquation avec un business model rentable, c'est le rectangle du business model Canvas, au moyen des différentes fiches que vous avez sous les yeux, une fiche verte qui est une fiche de test d'hypothèse, puisque à partir d'un premier niveau d'offre et typiquement d'une notion de minimum viable product, on va justement la raffiner en testant un certain nombre d'hypothèses auprès du marché. Et une deuxième carte, qui est simplement pour vous illustrer le côté concret des outils du livre, qui est une carte d'enseignement et qui peut être partagée entre les différentes équipes de conception et d'innovation. En définitive, toute la deuxième partie de l'ouvrage, et on manque de temps pour vous la présenter, mais c'est typiquement des questions qu'on pourra poser à Alex tout à l'heure. La deuxième partie de l'ouvrage décrit un certain nombre de processus et de mécanismes vertueux pour conduire ce processus d'innovation dans les phases... Tout à fait.
Ça, vous le retrouvez dans le livre. Malheureusement, on attendait des exemplaires et des prototypes du livre. Vous savez qu'on est sur la semaine de lancement mondial et en fait, on n'a pas pu avoir les exemplaires papier à feuilleter. Mais vous aurez un certain nombre d'éléments en version PDF. D'ailleurs, les 100 premières pages du livre sont disponibles en téléchargement gratuitement. Et très prochainement, d'ailleurs, certains d'entre vous, je pense, ont déjà précommandé l'ouvrage. Pas de l'ESSEC, elles sont disponibles sur le site d'Osterwalder qui s'appelle Strategizer. On pourra vous donner toutes les références dans un feedback après la session. Mais les ouvrages version papier sont en cours d'impression et sont en cours de distribution. Ce qu'il faut juste retenir, voilà, et en tout cas dans la deuxième partie de l'ouvrage, voilà, l'accompagnement de ce processus vertueux de conception et d'innovation est décrit au moyen d'outils très pragmatiques dans la lignée à nouveau de Business Model Generation. Bonsoir à tous les deux. Donc bienvenue à Paris. De mon côté, 80 personnes, praticiens de l'innovation, responsables de business unit, consultants, étudiants en MBA, et qui sont, je pense, très très désireux de vous poser un certain nombre de questions. En 2 mots, on a présenté l'ouvrage évidemment, et on a fait travailler les participants sur un workshop de 45 minutes autour évidemment du Value Proposition Canvas. Qui génère, je pense, peut-être quelques questions autour de l'outil ou de l'origine de l'ouvrage. On prend peut-être une première question dans la salle. Bonjour. Bonjour. On a remarqué tout à l'heure donc que parfois c'est délicat de distinguer entre les customer jobs et les gains dans certains cas. Donc on voulait voir avec Alex s'il y a un moyen simple de vraiment distinguer les deux, parce que parfois il y a une fine line entre les deux. Merci. Yves, je te laisse répondre. Alors, pour nous, quand on a essayé de designer ça, on pensait que c'est mieux de demander. On s'est inspiré bien sûr de choses existantes, les travaux de Christensen, de Ulrich, en disant le job est une belle façon d'appréhender ce que fait le client plutôt que ce qu'il demande. Et c'est une belle façon de voir, entre guillemets, d'essayer de comprendre ce qu'il fait et ses pains et ses gains, ou ses obstacles et puis ses espoirs. Alors la différence entre les deux, c'est quoi? Le job, pour nous, c'est quelque chose qu'il fait, c'est une action, c'est un problème qu'il essaie de résoudre, c'est une tâche qu'il essaie d'exécuter, c'est un besoin qu'il essaie de satisfaire. Donc ça, c'est quelque chose qui a du monde, entre guillemets, de l'action. Le gain ou l'espoir, c'est quelque chose qui est, quand il fait ça, par rapport à sa façon habituelle de faire, il a des choses qui le chicanent, ça c'est les pains, et puis il y a des choses qu'il espère pouvoir faire mieux si on l'aidait à faire mieux. Et il peut, dans ces espoirs-là, avoir des choses qui soient un petit peu basiques, un petit peu comme tout le monde, mais c'est pas cela qui nous intéresse, parce que si on fait la compréhension du client, c'est pour essayer de dessiner la proposition de valeur. Donc, on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'adresser un gain ou un de ses espoirs pour faire mieux que les autres. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de profiler ce client en essayant de bien comprendre les choses qu'il espérait atteindre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est pour nous, pain, gain, ce qu'on aimerait bien ou ce qu'on suggère de faire, c'est venir avec des informations concrètes et pas juste peut-être que du qualitatif, c'est peut-être venir de temps en temps avec des chiffres et donc de pouvoir dire, moi, client, ou je pense que mon client aimerait bien réduire ses coûts de sa force de vente de 20%, de 10%, de 5%. Donc les gains, c'est presque un peu un objectif qui se met d'une certaine façon sur ses actions. Et si on arrive à bien concrétiser ces peines, ces gains, on va d'autant plus faciliter le travail du côté du design, de la conception, quand on va essayer de construire une proposition de valeur qui fait du sens pour les clients sur lesquels il a fait des hypothèses, ou bien qu'il a observé, ou qu'il a écouté, ou qu'il a interviewé, ou bien qu'il a fait, entre guillemets, ou qu'il a un petit peu actionné. Alex, peut-être un complément? Je vais juste rajouter un exemple où c'était très frappant pour moi. J'étais à Washington il y a 2 semaines pour travailler avec le National Institute of Health dans le cadre d'un programme que Steve Blank, donc le père du Customer Development and Lean Startup, ce qu'on était en train de faire avec des scientifiques. Il y avait 20 équipes
de scientifiques dans le domaine du life sciences. Et le premier jour, ils ont présenté leurs idées, puis comment ils allaient aider leurs clients potentiels. Et c'était très vague, c'était très très vague. Ils ont dit mieux ou faster, etc. Et c'était frappant parce que c'est des scientifiques qui ont l'habitude de travailler avec beaucoup d'exactitude pour leurs hypothèses, pour leurs recherches, etc. Alors, j'ai présenté, après leur présentation, le Value Proposition Canvas, et puis j'ai insisté sur le fait que il devrait être très concret sur les pains et les gains, et mettre des chiffres dessus, pas seulement du qualitatif. Mais ça veut dire quoi mieux? Ça veut dire 10% plus rapide, ça veut dire quoi? 5% moins d'erreurs. Ça veut dire quoi? Donc, dans le gains et les pains, il faudrait être concret. C'est pas la tâche, en fait, c'est le outcome désiré ou l'outcome qu'on ne désire pas. Donc, c'est d'une certaine manière, c'est comme ça que le client mesure le succès ou mesure le failure. Je sais pas comment on dit en français, l'échec. Donc, il faut distinguer ça et être concret. Et après, ça devient assez facile de dire d'une manière explicite comment créer de la valeur. De dire, hein, j'ai pas encore dit de trouver quelle est la bonne solution, mais je pense que c'est assez fondamental de comprendre, comme Yves a expliqué. Le job, c'est la tâche, et le pains and the gains, c'est finalement, si on veut, le outcome désiré ou pas désiré. Une autre question? Une autre question? Oui. You were mentioning creating value. But what about the competition? What about creating something different? You know, value from differentiation. We didn't go through competition or what is on the market on the exercise. So, is it part of the book, or you just neglect that because you're addressing something new, like maybe a niche market or something like that? So, do we answer in French or in English? I'm not quite sure. No, French will be okay. Yves, compétition, je te laisse commencer. Peut-être juste commencer. Quand on avait déjà évoqué ça dans le premier livre, quand on a mis au point le business model Canvas avec Alex, on s'est posé la question, et beaucoup de gens reviennent avec cette question, pourquoi est-ce que les compétiteurs sont pas dans le business model? Le choix qu'on avait fait, et je pense qu'on a fait un bon choix, il s'est confirmé par après, c'est de dire, on ne met dans le Canva ou dans le business model que ce sur quoi on a une liberté de décider. On ne décide pas qui sont nos compétiteurs, à quoi ils vont ressembler, ainsi de suite. Donc pour nous, c'est à l'extérieur. Donc on a mis au point un petit modèle de l'environnement pour dire, ben oui, bien sûr qu'il faut examiner les concurrences, mais faisons-le en tant que tel et voyons ou étudions l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre comportement, nos décisions dans le business model. Ça, c'était une première chose. Alors, maintenant, ça c'était donc au niveau du business model Canvas. Si on revient au niveau de la proposition de valeur, même raisonnement, ce qu'on va essayer de dessiner, c'est notre proposition de valeur, c'est le choix de l'entrepreneur, c'est notre choix d'imaginer. Ce qu'on essaie de faire, c'est une proposition de valeur qui fit avec le client. Ce client, il est bien sûr dans un environnement lui-même où il a d'autres offres qui vont venir sur le marché. Donc on a proposé dans ce livre, de nouveau, une sorte de modèle extérieur qui permet de reprendre les différents features, les différents composants de la proposition de valeur et de les comparer avec des features équivalents de certaines offres qu'on aurait pu détecter. C'est une des techniques pour mesurer si notre proposition de valeur se positionne mieux ou moins bien sur certains composants par rapport à celle des concurrents. Mais de nouveau, c'est un outil qu'on a d'ailleurs en fait repris d'un modèle qui existait, Blue Ocean Strategy, et leur stratégie Canvas. Et c'est un modèle, mais c'est de nouveau un modèle pour, entre guillemets, essayer de nous conforter, de voir l'impact que peut avoir le concurrent sur nous. Mais de nouveau, c'est à l'extérieur. Nous, l'entrepreneur, il dessine sa proposition, son business model, sa proposition de valeur pour faire de la valeur, créer de la valeur pour les clients, son business model pour créer de la valeur pour son entreprise. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles il a la liberté de manœuvre de décider. Et l'environnement ou les compétiteurs, mais on peut envisager d'autres composants de l'environnement, c'est quelque chose, à mon avis, qui est extérieur. Et pour lequel, qu'il faut étudier et pour lequel on a fait des suggestions de modèles. Mais je pense qu'il faut vraiment bien garder l'idée que
On ne décide pas qui sont nos concurrents, on ne décide pas si les concurrents vont faire plus ou moins bien que nous. Donc juste pour rajouter à ça, c'est évidemment, il faut étudier l'environnement dans lequel on crée des propositions de valeur et des business models comme Yves l'a dit. Je pense que la plupart des idées, ils échouent pas à cause de la concurrence. Les idées échouent à cause d'un manque de clients. Donc cette fixation sur les concurrents, je l'ai vu souvent, surtout dans des grosses boîtes, et c'est souvent la dernière chose qu'ils devraient regarder au début. C'est les jobs, pains and gains qu'ils voudraient étudier. Et quand ils parlent aux clients, ils vont pas mal entendre des concurrents. Donc oui, c'est légitime de parler des concurrents parce qu'on design dans un contexte. Mais non, je pense que le focus sur les concurrents, c'est un peu exagéré. Je préférerais voir plus de gens avec une fixation sur le testing des idées, des jobs, pains and gains et de la proposition de valeur. Et à la fin, quand on teste la proposition de valeur, je sais pas comment dire en français, mais the competition is irrelevant. Si on teste une proposition de valeur et les clients s'intéressent, ça veut dire qu'ils s'intéressent. S'il y a un concurrent ou pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que les clients s'intéressent à votre proposition de valeur. Donc, oui, je vais me répéter, mais une chose, tout récemment, on vient de voir une enquête qui vient de sortir et qui essaie d'examiner quelles étaient les causes d'échec des startups. Et c'est pas la concurrence, le climat économique qui sont sortis en premier. C'était vraiment des minuscules pourcentages à la fin. Le gros morceau, près de 40%, c'était le client ne veut pas ce que vous lui proposez, ou il n'attend pas ce que vous lui proposez. Ça, c'était vraiment pour nous une sorte de confirmation après que le livre était fini sur le testing et tout ça, de dire, ben regarde, on a essayé d'adresser la problème du testing avec les clients, et ça semble correspondre à plus de 40% aux raisons d'échec. Donc c'est quand même. Et je répète que le contexte économique, donc l'environnement, n'arrivait qu'en 10 ou 15e position avec un tout petit pourcentage. Donc ça confirme ce qu'Alex vient de raconter sur le fait qu'il faut peut-être s'intéresser à voir si les clients sont en train de vous attendre et d'attendre ce que vous leur proposez, plutôt que de se demander si un concurrent va sortir avant nous. Et la question à se poser sur la base de ce rapport, bon, pourquoi 40% de gens travaillent sur des choses, des produits, des services qui n'intéressent pas les clients? Est-ce que ces gens-là sont bêtes? Non, absolument pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on est souvent, je généralise un petit peu, mais on est amoureux de nos produits et de nos services. Plutôt que de se dire, on ne sait pas comment le marché va réagir, donc on a meilleur temps de d'abord tester les jobs, pains and gains et ensuite tester les pain relievers and gain creators. On fabrique quelque chose, on crée quelque chose. La création, l'exécution, la construction, le building d'un produit, ça vient à la fin. Et aujourd'hui, c'est souvent au début. Alors, c'est le monde à l'envers qu'il faudrait, dans ce monde où on crée des nouvelles choses. Dans un monde où on exécute, ok, iPhone 6, bien sûr, on sait que ça va plus ou moins marcher. Là, c'est l'exécution qui est difficile, c'est de gérer la supply chain, etc. Mais dans un monde où on crée un nouveau produit, ça, c'est une autre question. Bonjour. Moi, j'ai juste une petite question. Donc, c'est pour moi, business model generation, c'était assez clair. On a une idée, on la confronte à la réalité, donc on a ces différents blocs, etc. La question que je me pose là, c'est avec ce nouveau canvas, est-ce que on part du principe qu'on a une idée de ce qu'on veut faire, on vient la décortiquer avec ces différentes cases, ou est-ce que, d'après vous, l'outil est suffisant en tant que tel pour qu'on puisse choisir un segment et générer de l'idée à partir de ça, comme on peut le faire avec d'autres méthodologies comme le design thinking? Est-ce que finalement ces cases sont suffisantes pour partir de ça et se dire je vais lancer quelque chose, je vais étudier un segment, voir ses pains, ses gains, et de là générer de l'innovation justement? Juste un élément de réponse. Je suis pas sûr d'avoir compris toutes les composantes de la question, mais est-ce qu'un outil, d'abord, un premier, est-ce qu'un outil est suffisant?
Non, jamais. Un outil, c'est un outil, donc on va faire quelque chose avec. Donc on est convaincu avec Alex. Et si on est venu avec un deuxième outil, c'est parce qu'on dit le premier ne peut pas tout faire, un deuxième est plus approprié pour faire certaines choses. C'est vraiment il y a un troisième outil qui peut être utilisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si on commence à utiliser, à partir juste d'un segment de clients un peu tout azimut, et puis commencer à le creuser, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses jobs. Et puis après, on se pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? Je pense que c'est pas la démarche la plus naturelle pour un entrepreneur. L'entrepreneur a quand même une certaine idée dans sa tête. Il va pas aller couvrir tous les besoins. Il est en train de se dire, je pense qu'il y a un besoin que j'ai isolé. Il a l'intuition de certaines choses. Et les outils sont souvent là pour l'aider à confirmer cette intuition. On vient un petit peu de parler sur les tests. Et donc, partir juste en disant, parce que je vais connaître le client, et sans savoir dans le domaine dans lequel je suis, je vais tellement en connaître sur lui que je vais faire. Je peux encore faire ça pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Or, n'oubliez pas que ce que l'entrepreneur fait, c'est pas faire du survey, c'est pas de savoir quelle est la tête du client. Il le fait pourquoi? Parce qu'en fait, il a un projet en tête, et il a un objectif en tête, et lui, il veut faire un business dans un certain domaine. Et ça, il ne faut pas perdre de vue. Donc, le survey, pour nous, il est là pour bien comprendre le client, voir si la solution fait du sens, construire la solution à partir des pains, des gains, des jobs, mais je ne pense pas que ça soit un outil pour réfléchir tout azimut. Il peut peut-être servir à ça, c'est comme dans un marteau peut servir à enfoncer une vis, mais c'est pas a priori, je pense, sa destination première. Sa destination première, c'est justement de savoir, dans ma tête, j'ai une intuition et je vais, par différentes techniques, essayer d'asseoir mon intuition en détectant les hypothèses que je suis en train de faire progressivement, tester ces hypothèses avec le client. Je crois que c'est plus dans cet esprit-là qu'on avait imaginé cette collaboration entre ces deux outils que de dire c'est un outil juste pour découvrir des problèmes. Un élément que j'aimerais rajouter à cette réponse, c'est aujourd'hui, je sais pas comment dire en français, je ne sais pas si ça existe, mais en anglais on dit a Kodak moment. Aujourd'hui, personne veut dire que this is a Kodak moment parce que ça voudrait dire une entreprise qui avait 140 000 employés et puis qui aujourd'hui n'existe plus. Et la question c'est, est-ce que Kodak était innovateur? Est-ce qu'ils avaient des produits pour des segments qu'ils ont choisis? Oui, ils étaient très innovateurs. Ils ont aidé à inventer la caméra digitale ou l'appareil photo digital. Par contre, ce qu'ils n'avaient pas, c'était un business model qui leur permettait de remplacer les revenus qu'ils étaient en train de perdre du monde analogue. Donc, non, ça ne suffit pas de rester au niveau de la proposition de valeur. Dans beaucoup de cas, il faut faire cet aller-retour dont Yves va parler assez souvent. Quand on est dans un monde, il faut juste améliorer un petit peu une proposition de valeur. Oui, on peut rester à ce niveau-là. Mais si on invente quelque chose, une proposition de valeur doit toujours vivre dans un business model qui est profitable et scalable si on veut. Sinon, on risque de plus exister dans quelques années, ou on risque de créer un business qui vaut 10 millions d'euros plutôt que de créer un business avec un business model meilleur qui pourrait créer 100 millions de revenus et de profits. Donc, je pense que cet aller-retour entre proposition de valeur et business model est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on l'a aussi mentionné ou thématisé dans ce nouveau livre, parce que c'est pas des outils séparés. Les chirurgiens, ils utilisent plusieurs outils. Ils sont entraînés pendant 13 ans à faire de la chirurgie. En stratégie et innovation, je pense qu'on va avoir le même phénomène. On va devenir beaucoup plus professionnel dans la manipulation de ces outils, comme on l'est aussi dans des vraies professions, comme la chirurgie, la comptabilité, etc. Je pense que stratégie et innovation devient de plus en plus une profession avec des outils, avec des processus. En tout cas, c'est un peu notre croyance avec Yves et avec notre équipe à Strategizer. J'ai fait il y a 30 ans quelque chose que peut-être certains parmi les gens qui sont ici ont fait, c'est l'analyse de la valeur. Une discipline que je n'entends plus beaucoup utiliser parce que je sais qu'elle est très consommatrice de temps dans les entreprises. Mais une chose que j'avais apprise, qui me fait peur
dans les utilisations un peu rapides du terme de valeur, et je le vois dans mon entreprise. Moi, je suis à la RATP à Paris. Tout le monde parle de création de valeur, mais après, je suis pas très sûr que les gens sont vraiment conscients de ça. Il y a eu, en analyse de la valeur, il y a une approche fonctionnelle. Donc, on identifie les fonctions auxquelles un service ou un produit doit répondre. Ça ressemble un peu à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, mais il y a surtout, après, il y a la fixation de ce qu'on appelle le critère de valeur ou du niveau d'exigence. C'est ce que vous avez dit après en matière de pourcentage. Vous avez assisté à une conférence où des scientifiques étaient très peu précis. Est-ce que, dans la façon d'utiliser le modèle que vous avez proposé, il n'y a pas un mécanisme qu'il faut rajouter, parce qu'on l'a pas utilisé tout à l'heure, nous, quand on a fait le test. C'est quand on exprime un gain, c'est à partir de quel niveau on estime que le gain, il est acquis. Parce que sinon, un mot, c'est un mot, et on est tous avec des gens différents qui allons avoir des définitions différentes de ce mot-là. Donc, comment rendre la chose plus précise pour que on n'ait pas des mauvaises surprises après, on se soit gargarisé sur le terme de valeur, sur certains mots qui font plaisir, mais qu'en fait, on soit passé à côté de la définition du niveau d'exigence à partir duquel on estime que le gain est là, ou que la douleur, le pain a disparu, quoi. Bon, ce qu'on a essayé de proposer, c'est un outil pour structurer un peu notre réflexion, dans ce cas-ci, construire une proposition de valeur. C'est vrai que l'outil, comme tous les outils, est un outil que les personnes qui vont l'utiliser de la façon qui semble la plus appropriée. Donc c'est une façon un petit peu de structurer leur activité de brainstorming, leur activité de design, leur activité de testing. Alors, bien sûr, plus on est précis au niveau des gains, et si, comme je pense l'avoir dit tout à l'heure, on arrive à précis des gains ou des peines, et traduire ça dans parfois un chiffre, un ordre de grandeur, une estimation, plus vraisemblablement la phase de design, pour lequel on va mettre au point les différents composants de la proposition de valeur, vont commencer à faire du sens et seront peut-être plus faciles. Dans certains cas, ça sera plutôt du qualitatif, et puis on va se contenter de ça, puis on va essayer de faire ça, et très vite on va rentrer dans générer les hypothèses et tester la solution avec les gens, voir si elle fait du sens. Mais je ne pense pas et je suis convaincu, donc plus on est précis du côté des pain et des gains, et plus on va faciliter le travail de conception, ça c'est assez évident. Mais dans le même temps, je pense pas qu'on a voulu faire un outil de mesure formelle, décisionnelle, qui pourrait être celui d'une approche, une sorte d'approche multicritère avec des choix. Bien, c'est pas, je pense, l'objectif. Ce n'était pas la philosophie du Canva précédent, ce n'est pas celle-ci non plus. Ça reste un outil pour essayer de faire sortir les choses, et on croit beaucoup plus au questionnement que vraisemblablement arriver avec des critères précis Ceci dit, je répète que plus on sera précis et plus on va faciliter le travail de la conception. Si vous dites, moi je veux une chambre de 3 mètres carrés, peut-être que l'architecte va trouver ça un peu stupide, mais peut-être qu'il va vous répondre, non, mais j'ai la solution à ton problème. Mais je pense plus dans l'interaction avec le client lors de tests à partir de choses que je vais faire, plus dans une sorte d'émulation que vraiment de dire je vais être bétonné au niveau de mes pains et des gains, et puis c'est ça que je vais faire. Je pense là, ça on peut faire quand on a une assez bonne idée du produit qu'on va améliorer, et quand cette innovation, je pense que c'est plus difficile à faire. C'est un peu une réponse de Normand. Mais... Pour rajouter à ça, je pense qu'il faut voir deux choses. La première chose, c'est que j'ai entendu, vous avez dit, comment on peut éviter d'avoir des mauvaises surprises. Dans un monde où on écrit des business plans et on raffine ses idées, on commence à construire, oui, on peut avoir des mauvaises surprises. Mais dans un monde où on teste en continu, même si on est sur une mauvaise piste, on va faire tellement d'expérimentation, tellement d'interviews, qu'on n'a pas de mauvaises surprises. Justement parce qu'il y a une culture de testing en permanence. C'est la recherche des preuves qu'on a raison. Et évidemment, dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation, on aura toujours des conflits entre les données. Ça va me dire d'aller dans cette direction-là. Ça va aller me dire d'aller dans cette direction-là. Mais je pense qu'on voit un peu des patterns émerger.
si on fait assez de tests. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, on ne parle pas que des interviews ici, parce qu'on sait très bien, tout le monde sait que ce que les gens font est rarement ce qu'ils disent. Parfois, c'est de la mauvaise volonté, parfois, ils veulent être gentils, mais parfois, c'est juste que les gens disent une chose, mais dans la vraie vie, ils font autre chose. Donc, il faut toujours être prudent. Les interviews, c'est une bonne manière de comprendre un petit peu, mais il faudrait aussi faire des expériments qui donnent d'autres preuves dans un autre espace. L'un, c'est de faire de l'anthropologie pour voir ce que les gens font, mais parfois, on veut tester quelque chose qui n'existe pas encore. Je donne un exemple. Si on veut aider les clients à économiser 20% dans leur processus de vente, ça, c'est quelque chose qu'on voudrait explorer. On a déjà un peu parlé des jobs, pains and gains avec nos clients, donc on propose cette solution. On dit, on a une belle proposition de valeur qui vous permet d'économiser 20% dans votre processus de vente. D'accord? Et puis on demande, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que je devrais faire comme ci, je devrais faire comme ça? Et ils vont donner des réponses. Ils vont peut-être dire, ah oui, c'est très intéressant. Après on part, et puis tout ce qu'on a, c'est cette information-là. Mais on peut mieux faire. On peut leur donner un lien qu'on peut, comment on dit en français, je sais pas, tracker, un lien où je peux voir s'ils ont cliqué ou pas. Je leur donne ce lien Internet et je leur dis, regardez là, il y a plus d'informations sur notre solution si ça vous intéresse. Je retourne à mon bureau et je regarde si quelqu'un de ces 20 personnes à qui j'ai parlé de cette solution, est-ce qu'ils ont cliqué? Je vais regarder. Je peux mesurer si ce qu'ils ont dit correspond à ce qu'ils font, parce que s'ils ne cliquent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas assez important pour eux, puis ils ont autre chose à faire. C'est un test très faible, c'est pas scientifiquement, je veux dire, c'est pas de la science, mais c'est plus de données que l'information que la personne m'a donnée en me disant qu'il s'intéresse ou qu'elle s'intéresse. Donc c'est ce type de test qu'on doit faire en continu pour trouver les preuves que mon idée peut marcher. Et au début, quand on démarre, quand l'incertitude est au maximum, on fait des tests rapides et bon marché. Et quand on diminue l'incertitude parce qu'on a appris beaucoup, on a parlé à 100 personnes, on a fait des tests avec 1000 personnes, là, on peut commencer à investir dans des prototypes qui coûtent plus cher, qui prennent plus de temps, et on peut interagir avec des gens. Donc, au début, on fait des tests rapides pour prouver qu'il y a un intérêt. Après, graduellement, on travaille vers des prototypes qui correspondent plus à la réalité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on commence assez souvent avec des prototypes, une vraie solution qui coûte souvent déjà assez en fonction de l'industrie, et on aurait dû faire des tests beaucoup plus rapides au début. Donc, je pense que ces mauvaises surprises n'arrivent pas quand on suit ce processus de la manière comme on le décrit et comme l'autre le décrit dans notre livre. Juste avant, moi je ne vais pas partir sur une longue réponse, mais je veux juste quelque chose qui nous a fait beaucoup plaisir aujourd'hui, qui vous intéresse peut-être pas, mais je vais quand même le mentionner. Le livre aujourd'hui a été en 17e position de tous les livres. Donc sur Amazon, il y a 22 millions de livres, en 17e position de tous les livres, et en 2e en business, je crois. Donc c'est bien pour notre ego, mais c'est plus intéressant de voir qu'il y a des practitioners, des praticiens qui utilisent ces outils et qui s'intéressent. Puis une deuxième nouvelle, c'est que Wiley est en train de signer une traduction en français qui devrait donc sortir prochainement. Bonsoir. J'aimerais avoir votre retour sur le Lean Canva qui est inspiré du business model Canva par rapport aux utilisations. On va laisser Alex répondre, mais je pense qu'on aura un avis très concordant. Ok, alors réponse courte, je vais essayer. Si vous avez une vraie montre Rolex, elle marche mieux qu'une montre que vous avez achetée à Shanghai sur le marché noir. Ce que je veux dire avec ça, c'est que je pense que le Lean Canvas ne marche pas bien. Je ne l'aime pas comme outil. Yves et moi, et puis on n'est pas objectif, bien sûr, mais je pense que le business model Canva fait très bien
ce que le business model Canva doit faire. Donc, aider à rendre explicite comment créer de la valeur pour notre boîte, pour sa boîte. Par contre, le Lean Canvas a montré qu'il y a un problème que nous auquel nous on répond pas avec le business model Canva, c'est comment mieux décrire, comment créer de la valeur pour les clients. Et c'est pour ça notamment, pour plein d'autres raisons, pour ça notamment on a créé le Value Proposition Canva. Donc, à mon avis, une meilleure solution, plutôt que de l'utiliser le Lean Canva qui fait pas bien le business model, qui fait pas bien la création de valeur pour le client, on a meilleur temps d'utiliser deux outils qui sont dédiés à leur tâche spécifique. Donc nous, on aime bien cette idée de chirurgien avec plusieurs outils qui marchent ensemble, et pas le chirurgien avec le couteau suisse qui fait rien vraiment bien. À part ça, les couteaux suisses sont chouettes, mais on veut pas faire de la chirurgie avec. Un moment pour une dernière question. Bonjour Yves, bonjour Alex. Une question courte. Bonjour. Donc, j'ai bien aimé j'ai retrouvé beaucoup d'éléments du design thinking dans votre approche. Et en faisant très court et très direct, est-ce que c'est une version design thinking simplifiée? Oui, mais depuis le début, donc déjà dans le premier, c'est ce que nous avions voulu faire, inspiré par le paradigme managing as designing. Donc on avait dit, manager c'est aussi designer. Donc certaines techniques utilisées dans le design thinking peuvent s'appliquer, dans notre cas, à l'objet qu'on souhaitait manipuler, qui était le business model. Ici, au niveau de proposition de valeur, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire, on veut faire le design d'une proposition de valeur qui fit bien avec la compréhension qu'on a de nos clients. Donc de nouveau, on a, je pense, bien développé dans un chapitre un peu quelques techniques de design thinking, mais pas toute généralité, vraiment focalisée sur, dans notre cas, faire le design d'une proposition de valeur ou faire le design d'un business model. Et nous pensons aussi que dans le design thinking, il y a une grosse composante de test, de savoir comment notre objet est reçu. De nouveau, notre objet, c'est proposition de valeur ou business model. Et on a essayé de développer, Alex en a mentionné quelques-unes, des techniques de test, mais je pense qu'on s'inscrit donc bien dans une logique de design thinking, mais appliquée au business model. Et je prends un exemple. J'étais en Asie l'année passée et j'avais fait un truc avec IDEO. Et IDEO travaille depuis 3 jours avec des clients sur une solution avec toute leur artillerie, en guillemets, design thinking. Puis il m'appelle le mardi soir, il me dit est-ce que tu peux venir, on bloque un peu, on doit faire maintenant, parce que le chef arrive vendredi et on doit lui montrer qu'il y a un vrai business qui est en train d'émerger. Alors je sais que tu as un truc pour faire ça. Et donc eux avaient utilisé du design thinking pour leur produit d'une certaine façon et les différents features du produit, pour le process à mettre en œuvre. Et puis, je crois, à peu près une journée, on a essayé de traduire une génération d'idées qui s'étendaient sur des murs et des grands espaces pour revenir en disant, oui, mais attendez, quand on construit un business model, on peut structurer, en guillemets, son activité de design thinking. Et je pense qu'avec les canevas qu'on suggère, c'est une façon de structurer notre activité de design thinking. Mais sinon, des techniques de prototypage, de storytelling, de visualisation, de licitation sont bien sûr au cœur, je pense, de la construction, mais dans notre cas, de l'objet sur lequel on a mis le focus, qui n'est pas tout ce qu'on peut faire en design thinking, mais qui est focalisé sur le business model et ou la proposition de valeur. Oui, et je pense que la composante qu'on rajoute en utilisant aussi toute la pensée de Lean Startup et Customer Development, c'est des tests très concrets. Donc pas seulement des prototypes de son produit, mais vraiment des tests, des expériments, comme celui que j'ai mentionné, très simple, avec le lien à donner. Et dans le livre, on a créé une librairie de tests pour inspirer un peu les gens comment tester. Parce que c'est pas encore dans nos attitudes, je pense dans nos habitudes de tester systématiquement les jobs, pains and gains et notre proposition de valeur. Donc, je rajouterais ça que le design thinking, c'est quand même assez souvent focalisé sur le produit, la proposition de valeur, comme Yves l'a mentionné. Il y a d'autres aspects et on peut les tester systématiquement. Merci messieurs pour ces échanges. On sait que vous avez encore plusieurs étapes dans votre marathon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne soirée.